nous allons parler d'un personnage atypique, Vincent Renoir. À l'heure actuelle, sa présence médiatique est liée à ce qu'on appelle une QPC. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Parce que volontiers. Je crois que pour tout le monde, c'est un petit peu... Bon, je vais essayer de vous poser quelques bases. Déjà, bon, sur le caractère atypique, je vous laisse la responsabilité de vos propos. Vincent Renoir, c'est donc un historien. Après, est-il historien professionnel? Tout dépend de ce que l'on entend par profession. Au sens noble, on peut considérer qu'il a fait profession d'historien. C'est une vocation d'être historien. Il y a une sorte de mainmise exercée par les carriéristes académiques sur la science historique. Cette mainmise, il n'y a pas de raison de s'y soumettre. Il est intéressant de noter effectivement sa présence médiatique qui peut-être est liée à son absence réelle. Puisque ce qui est étonnant, c'est que... Enfin étonnant, ce qui est caractéristique, alors pour le coup peut-être atypique, c'est que vous avez un historien qui est recherché, et donc c'est un historien en cavale. On a connu des braqueurs de banque en cavale. Aujourd'hui, on a en cavale quelqu'un qui est historien. Voilà, poursuivi au nom de cette loi Guessot. Le législateur français a ouvert aux prévenus la possibilité de soulever la question de la constitutionnalité de la loi. Et ça, c'est ce qu'on appelle une QPC, question prioritaire de constitutionnalité. Et il a donc, lui, soulevé la question de savoir si la loi Guessot respectait bien le principe d'égalité. Bon. Pourquoi? Parce que, selon lui, la loi Guessot n'interdit que la contestation des crimes contre l'humanité qui ont fait l'objet d'une condamnation par une juridiction française ou internationale. Ça introduit une inégalité avec les génocides, en tout cas les victimes de génocide, ou de crimes contre l'humanité, de persécutions donc, qui n'ont pas fait l'objet d'une condamnation par une juridiction française ou internationale. On ne traite pas de la même façon un crime contre l'humanité condamné par une juridiction nationale et internationale et un génocide ou un crime contre l'humanité qui n'a pas fait l'objet d'une condamnation. Donc, à partir de là, de deux choses l'une. Soit, selon lui, tous les crimes contre l'humanité font l'objet d'une protection par une loi, et voient leur contestation interdite, soit aucun. Et donc à ce moment-là, les historiens retrouvent leur entière liberté. Alors je suppose qu'ils penchent plutôt pour la seconde solution, pour une liberté de tous les historiens. D'habitude, la Cour de cassation ne transmet pas les QPC au Conseil constitutionnel parce qu'elle estime que la question n'est pas sérieuse. Bon. Cette fois, elle a estimé que la question était sérieuse. Bon. Ça mérite donc de s'y pencher. Moi, il me semble que on peut considérer qu'un crime contre l'humanité qui n'a pas fait l'objet de condamnation, on peut difficilement interdire sa discussion par les historiens. Très difficilement. Parce que qui dit absence de condamnation, dit présomption d'innocence. On peut difficilement fonder des poursuites sans condamnation. C'est le cas pour les Indiens d'Amérique, c'est le cas pour les Noirs, c'est le cas pour les Boers, on disait, en Afrique du Sud. Alors, la liste des populations qui ont subi des persécutions dans l'histoire est interminable.
sous réserve d'insister sur le caractère exceptionnel des persécutions subies par les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais c'est justement sur ce caractère exceptionnel que des gens comme Vincent Renoir estiment avoir le droit de dire qu'à leur avis, il faudrait peut-être nuancer ce propos. Donc ça fait partie de la question discutée. Bon. Il reste qu'il est tout aussi difficile, enfin toujours difficile, de justifier l'interdiction de la contestation de l'existence de crimes contre l'humanité, quand bien même ils auraient fait l'objet d'une condamnation. En bonne règle, le juge, nécessairement, mais ça c'est valable pour toute affaire, pour tout dossier, que ce soit pour un particulier inconnu ou pour Hermann Göring, pour toute affaire, pour tout dossier, le juge dit l'histoire. Toujours. Simplement, le dire du magistrat a l'autorité de la chose jugée, c'est-à-dire s'impose aux autres juges et aux autorités, mais ne vaut pas vérité. Enfin, ne fait pas science historique. Le jugement, de manière traditionnelle, on dit res judicata pro veritate habetur, c'est-à-dire que le jugement tranche une controverse, une discussion, répond à une demande, par exemple une demande de réparation ou une demande de condamnation. Et le juge, on dit que la chose jugée prend la place de la vérité. C'est-à-dire qu'on ne s'occupe pas de dire si c'est le vrai ou le faux. C'est la chose jugée qui clôt un débat, mais qui laisse parfaitement ouvert le champ aux historiens, qui ont la possibilité d'analyser le travail du juge, de dire si le juge s'est trompé, de reprendre, et ça n'a aucune incidence sur les condamnations, sous réserve de révision. Parce que vous avez aussi la possibilité du procès en révision. Ce qui s'est vu pour Jeanne d'Arc, ce qui s'est vu pour Dreyfus, mais ce qui ne se verra pas pour le procès de Nuremberg, sauf à réviser le statut de Londres qui fixe le cadre du procès de Nuremberg. Parce que le statut de Londres a exclu la possibilité de la révision. Alors il faudrait que les Britanniques, les États-Unis d'Amérique, les Russes et les Français se conviennent de réviser le statut de Londres pour permettre la révision du procès de Nuremberg, pour pouvoir avoir un procès en révision. En attendant, on a cet état du droit qui est qu'on ne peut pas contester l'existence des crimes contre l'humanité qui ont fait l'objet de condamnation par une juridiction française ou internationale, en l'occurrence le jugement de Nuremberg. Remarquez que, je parlais de la révision, pour les crimes contre l'humanité qui auraient été condamnés par le tribunal pénal international, cette fois, la révision est permise. Et alors on a une contradiction entre la loi Guessot qui interdit la contestation de crimes contre l'humanité et la possibilité de la révision. Et ça, je ne sais pas si ça avait été remarqué avant l'instant où je vous en parle. Ces questions posent des problèmes juridiques assez fins. Et je dois dire, pour l'avoir observé sur ma propre conscience juridique, que compte tenu du contexte très venimeux dans lequel ces discussions ont lieu, une ambiance faite de matraquage et de menaces et de suspicions, il est très difficile de raisonner, et de raisonner avec la froideur requise. Je pense que ce ne sont pas les magistrats qui me détromperont, ni les avocats, et certainement pas les professeurs d'université. Sur ces questions, il est très difficile de travailler.